Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici les titres du jour. On va commencer d'abord par notre focus, découvrir un nouvel épisode de notre série qui nous est proposé, vous le savez, par notre partenaire Le Clémy. Ça s'appelle La famille tout écran et on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Jeanne. Bonjour. Aujourd'hui vous nous parlez du marché de l'art et de l'intelligence artificielle et ce autour d'une application qui entend révolutionner l'acquisition d'œuvres d'art. Ça s'appelle Docent. Ouais, c'est une app qui met en relation des galeries d'art avec des curieux qui envisagent de devenir collectionneurs d'œuvres d'art contemporains avec l'aide des dernières avancées de l'IA. On découvre l'application tout à l'heure et ce qui se cache sous son capot. Effectivement. Et puis c'est notre grande question du jour. On va plonger aujourd'hui au cœur des sciences cognitives pour comprendre pourquoi des informations erronées ou trompeuses, scientifiques surtout, prolifèrent dans les médias. On en parle avec notre invité. Il s'appelle Franck Ramu. Bonjour Franck. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes directeur de recherche au CNRS en sciences cognitives. On en parle dans un instant, juste après le focus. On commence donc par regarder un nouvel épisode de notre série La famille tout écran qui nous est proposée par notre partenaire Le Clémy, notre famille tout écran qui se lance aujourd'hui, vous allez le voir, dans une chasse au cauchemar. Il est 2h du matin et votre nuit est finie. Ma chérie, tu sais que tu dois arrêter de regarder les dessins animés quand ils te font trop peur. C'est pas faute de l'avoir rappelé à tablette. Je ne pourrai plus jamais dormir de toute la vie. Il y avait quoi dans ton cauchemar? C'était le tigre avec le gros yeux rouge et ça faisait trop peur. Allez, pour cette nuit, tu peux dormir avec maman et papa. Et demain, on trouvera un moyen de chasser tes vilains cauchemars. D'accord. Allez, allonge-toi. Ça, c'est le tigre qui fait trop peur. Oh, tigre, je te prends, je te roule en boule et je te jette aux oubliettes. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est l'arbre qui est tout noir et qui fait trop peur. Regarde, hop, il a disparu. Et ça sort de ta tête, ça la libère. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est maman quand on maquille trop, elle fait trop peur. Vous l'aurez compris, les enfants ne doivent pas rester seuls devant les écrans, surtout quand ils sont connectés à Internet. S'ils ont été confrontés à des images violentes ou pornographiques, prenez toujours le temps d'en discuter avec eux de manière calme, bienveillante et en confiance. J'en connais un qui va aller dormir sur le canapé si ça continue. Allez, on lance notre grand sujet du jour. Pourquoi assistons-nous à une telle prolifération des fake news scientifiques ces derniers mois? Quels sont les facteurs aussi qui contribuent à leur diffusion à grande échelle et surtout quelles sont les conséquences de cette désinformation sur notre société, sur notre perception du monde qui nous entoure? On va poser ces questions à notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Franck Ramu. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS en sciences cognitives. Franck, je vous cite, lorsque en 2021, des chercheurs ont annoncé que le confinement avait engendré 40% de retard cognitif chez les enfants. Le Monde l'a rapporté, bien que ce résultat soit très peu plausible. Ou pire encore, lorsque de nouveaux travaux scientifiques font la preuve que les précédents étaient faux, les médias relaient rarement cette correction de l'état des connaissances. Fin de citation. C'est ce que vous écrivez récemment dans une tribune pour l'Express en septembre dernier. La question c'est pourquoi justement ces médias ne vérifient pas tellement leurs données scientifiques et pourquoi surtout quand elles ont une correction, elles ne la mettent pas en place dans leurs articles? Alors, c'est une vaste question. Vaste question. On va essayer d'y voir un peu plus clair, en tout cas avec vous. Dites-nous. Il y a tout un tas de facteurs à dérouler. Je dirais d'abord que ça ne concerne pas toutes les disciplines scientifiques de manière égale. Donc, typiquement, si les médias ont envie de faire un sujet d'astrophysique, en général, ils vont savoir s'adresser aux bonnes personnes. Ils vont aller chercher un chercheur en physique au CNRS, au CEA ou à l'université, et ils vont rarement se tromper. Après, il y a des disciplines scientifiques aussi, mais qui ont un impact sur la société. Et donc, par exemple, la santé ou l'environnement. Et alors, dans ces disciplines, on va avoir un traitement qui est un petit peu mixte. Des fois, on va avoir un traitement très scientifique du sujet, mais parfois, le même sujet va être traité peut-être dans les pages société,
d'un média, et du coup va être traité par des journalistes qui sont beaucoup moins formés aux problématiques scientifiques et qui ne vont pas forcément avoir les bons réflexes pour identifier les intervenants compétents sur le sujet. Donc ça va donner des cas où finalement on va solliciter aussi facilement une association militante qu'un chercheur expert mondial sur le sujet, vous voyez. Et puis il y a des disciplines qui, elles, ne sont même pas perçues comme scientifiques. Donc, par exemple, les disciplines dont je m'occupe particulièrement... Les sciences cognitives, par exemple. Voilà, particulièrement la psychologie, l'éducation, les sciences sociales de manière plus générale. Ce sont des sujets qui intéressent tout le monde et qui sont traités par tous les médias, mais pas dans la rubrique sciences. Et donc, c'est traité aussi par des journalistes qui ne connaissent pas les spécificités de l'expertise scientifique, de la communication scientifique. Ils sont et pas qui, du coup, vont faire appel à peu près n'importe qui, en fait. Souvent, n'importe qui a écrit un bouquin en français qu'on peut trouver dans une librairie. Ce qui n'est pas une preuve d'expertise, en fait. Parce que, si vous voulez, tous les charlatans ont publié un bouquin pour révéler leur vérité à l'humanité. Et le fait d'avoir publié un livre ne dit pas que la personne sait de quoi elle parle. Oui, effectivement. Mais ce que vous dites, c'est que rarement les corrections de l'état des connaissances qui sont publiées dans les médias sont en fait réellement modifiées une fois qu'ils ont la bonne information auprès d'un expert, auprès d'un chercheur. Pourquoi justement cette correction, elle n'a pas lieu? C'est parce qu'on a un peu honte de dire qu'on a fait une erreur? Peut-être c'est étonnant. Aussi. Oui, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, de manière générale, les médias n'aiment pas resservir les plats froids. Donc voilà, il y a une news, on en parle, mais après, il y a une rectification derrière. C'est une news moins intéressante à diffuser. De la même manière qu'on a un biais pour parler des trains qui arrivent en retard et pas des trains qui arrivent à l'heure. Donc tous les médias ont un biais vers les nouvelles négatives, finalement. Donc il y a ça. Après, je pense qu'il y a un véritable problème avec la notion d'actualité scientifique. Bien sûr, les médias sont censés répercuter l'actualité, mais l'actualité scientifique, c'est quelque chose d'une nature un peu particulière. En gros, ce sont les nouveaux résultats qui viennent de sortir dans la dernière étude qui vient d'être publiée, et on comprend que les médias aient envie d'en parler. Mais en même temps, en science, l'actualité, c'est quelque chose de très instable, finalement. Le résultat qui est publié dans la dernière étude... Peut-être il va être contredit la semaine prochaine ou le mois prochain. Et en fait, on ne saura si ce résultat est vrai que peut-être dans 1 an ou dans 3 ans, quand il y aura eu une dizaine d'essais de réplication de ce résultat et où on aura une vision un petit peu plus stabilisée de où on en est sur ce sujet. Et du coup, il me semble que en fait, c'est un petit peu dangereux de vouloir toujours coller à l'actualité scientifique parce qu'on est sur des sujets où il y a un risque très important d'annoncer des résultats faux. Parce que c'est comme ça que la science progresse finalement. Oui. Tout ce qui est publié n'est pas forcément vrai, souvent c'est faux, mais ce qui fait la supériorité de la science sur les autres approches d'acquisition de la connaissance, c'est que on essaye de répliquer les résultats les uns des autres, on fait des méta-analyses qui essayent de voir les résultats d'ensemble à travers des études qui peuvent être contradictoires, et à la fin, de manière incrémentale, on finit par y voir de plus en plus clair. Tout ça se stratifie et on finit par voir ce qui émerge comme des résultats vraiment fiables. Mais tout ça prend du temps, en fait. Et en attendant, il y a effectivement, on en parlait, la prolifération des fake news scientifiques, notamment. Pourquoi on y croit, Franck? C'est parce que c'est des actualités, des nouvelles un peu sensationnelles qui choquent. Les médias préfèrent justement ce sensationnel au factuel, quelque part? Oui, alors même comme je vous le disais, même si les médias ne se contentent que de rapporter fidèlement ce qui sort des études, déjà ce sont des résultats qui sont par nature fragiles. Ouais. Après, oui, bien sûr, les médias ont leur biais, c'est-à-dire qu'ils préfèrent certains types de nouvelles, souvent les résultats qui sont surprenants par rapport aux résultats qui sont attendus, alors que souvent le consensus scientifique, il est plutôt du côté des résultats attendus. Donc effectivement, il y a peut-être en plus un biais qui va favoriser la diffusion de certains résultats qui sont encore plus fragiles que les autres. Selon une étude, Franck, réalisée par l'Institut de sondage CSA pour Milan Presse, 1/4 des jeunes quand même pensent que les médias traditionnels les manipulent. Est-ce que pour vous, c'est la faute plutôt à ceux que vous présentez d'ailleurs dans l'une de vos dernières tribunes, comme les nombreux faux experts scientifiques, et notamment médicaux qui pullulent sur les réseaux sociaux et dans les médias ? Je sais pas. Je pense que si les gens ont la sensation que les médias les manipulent, c'est peut-être plus sur le plan politique. Bon, ça, en vérité, je saurais pas dire. C'est parce que finalement, j'ai pas l'impression que la plupart des consommateurs des médias aient vraiment la conscience du fait que les gens qu'on leur présente comme des experts sont pas forcément toujours des experts. C'est quoi un expert pour vous ?
Alors, sur un sujet scientifique, un expert, enfin disons, il n'y a pas de critère qui marchera dans 100% des cas. Mais si vous voulez faire appel à un expert dont vous voulez maximiser les chances qu'il soit compétent sur le sujet sur lequel vous l'interrogez, la meilleure manière de mettre toutes les chances de votre côté, c'est d'interroger un chercheur qui fait de la recherche sur ce sujet. Oui. Pourquoi ? Parce que il est en train de faire avancer les connaissances sur ce sujet, et pour arriver à faire ça, il doit déjà dominer toutes les connaissances acquises sur ce sujet-là. Donc, en principe, si vous trouvez un chercheur qui est actif dans ce domaine de recherche, c'est votre meilleure garantie. Et après, la question, ça va être de savoir, mais alors comment est-ce qu'on identifie un chercheur qui est actif dans un domaine de recherche ? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques astuces ? Et donc là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas en regardant s'il a publié un livre en français. Parce que la recherche, c'est pas là que ça se publie. La recherche, ça se publie dans des revues spécialisées, des revues scientifiques internationales, et c'est publié en anglais en général. Et donc, il faut aller fouiller dans les bases de données bibliographiques, scientifiques, donc comme PubMed ou Google Scholar ou Web of Science. Les journalistes scientifiques les connaissent, ils savent les consulter. Et là, vous voyez tout de suite si un chercheur, il a publié dans des revues scientifiques internationales sur un certain sujet. Donc voilà, certains journalistes qui sont accoutumés à l'information scientifique, ils ont ce réflexe, ils vont aller regarder tout de suite, mais ce chercheur, il est spécialiste de quoi ? Mais ceux qui ne sont pas formés à ça, non, ils n'ont pas du tout ce réflexe, ils regardent dans la librairie. D'où l'importance aussi de l'éducation à l'information. On en parle régulièrement ici sur le plateau de l'École du Futur, mais c'est aussi pour les élèves qui se forment à ce métier de journaliste, on l'imagine, et même aux enfants aujourd'hui qui vont chercher des informations, qui en sont les consommateurs, notamment sur les réseaux sociaux. On imagine que ça fait aussi partie de votre travail, sensibiliser toute la population à ces actualités, à ces nouveautés et à ces nouveaux métiers. Oui, alors la question de l'identification des experts compétents, c'est quand même la responsabilité des médias et des gens qui les interrogent. Bien sûr. Après, oui, la population, on peut espérer qu'elle soit un petit peu sensibilisée à ça, mais globalement, la population est censée faire confiance à ce que disent les médias, ou en tout cas les médias qui ont une bonne réputation. Parce que certains pourraient vous dire que plus les gens passent de temps sur les réseaux sociaux, par exemple, plus ils ont une certaine tendance à croire en des informations fausses, en des théories complotistes, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez aussi, notamment d'un point de vue scientifique ? Alors, je ne suis pas forcément spécialiste de la consommation des médias, mais je ne sais pas si les réseaux sociaux véhiculent forcément plus de fausses informations, c'est plutôt qu'elles sont... Disons, il y a une libre diffusion de toutes les informations vraies et fausses, c'est certain. Et puis après, il y a des niches qui se créent dans lesquelles il y a une plus grande concentration de fausses informations. Et donc, c'est vrai que pour les gens qui se retrouvent dans ces niches, eux, ils peuvent en arriver à avoir une vision du monde qui va être totalement biaisée. Mais ce n'est pas non plus le cas de la plupart des gens. Et je crois qu'on a aussi un petit peu tendance à surestimer le degré auquel les gens adhèrent à des croyances complotistes, à des croyances complètement fausses. Finalement, il y a même des gens qui aiment bien rediffuser des fausses informations, mais plutôt pour le fun, en fait, pas vraiment parce qu'ils y croient intimement. Donc il n'y a peut-être pas toujours beaucoup plus de fake news sur les réseaux sociaux, mais peut-être qu'elles prennent de plus en plus d'importance du fait des algorithmes, etc. Je vous propose de continuer à en parler dans un instant, Franck. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Oh, you think it's finished? Ba, 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 ba. Ba, 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 ba.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Franck Ramu, directeur de recherche au CNRS en sciences cognitives. Mais juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, aujourd'hui, vous nous parlez d'une application qui entend bien numériser l'acte de collectionner des œuvres d'art. Ça s'appelle Docent. Exactement. Et la question, c'est est-ce qu'un algorithme peut comprendre véritablement vos goûts artistiques? Cette question, eh bien, il y a une application qui souhaite y répondre, qui vient, il y a 2 semaines, de lever 5 millions d'euros. Son nom est Docent. Vous l'avez dit, Philippine. Son objectif, permettre à quiconque est curieux de l'art, mais n'y connaît pas grand-chose, de pouvoir commencer à acquérir des œuvres d'art contemporains, tout en sortant, on le voit avec cette phrase, de la logique de la chambre d'écho qui bornerait la curiosité à ne pas aller plus loin que ce que l'on connaît. Ces investisseurs, ce sont le fonds d'investissement de Polytechnique, la BPI France, le footballeur Raphaël Varane. Alors, comment ça marche justement, Docent? Alors, on télécharge l'app comme toute bonne app et on indique ses raisons de collectionner. Alors, soit on va vouloir indiquer si on a envie de décorer son intérieur, faire un investissement. Ensuite, on indique la somme qu'on souhaite dépenser pour une œuvre et ça va nous proposer bien des artistes. Là, par exemple, on va le voir à l'écran. Je vais en sélectionner une artiste qui s'appelle Mira Shore, que je connaissais pas et qui fait des œuvres qui sont un peu des champs de sensibilité chromatique avec un mot choisi pour son pouvoir évocateur. Mais on peut aussi choisir de mettre un artiste qu'on aime déjà. Là, je mets Harold Lankar, un Belge, et on a accès à sa biographie, à ses œuvres d'art. Et en fait, à la différence des autres plateforme de vente d'art en ligne, et bien ici, on a une sélection à l'entrée qui est faite parmi les galeries qui sont présentes, ce qui va créer en fait un environnement de confiance pour le potentiel acheteur et comme un peu souvent avec la puissance de l'algorithme, et ben plus on like, plus les propositions seront précises et supposément adaptées à nos goûts. Comment est-ce qu'ils arrivent justement à être pertinents alors, Jeanne? Alors le goût pour telle ou telle œuvre d'art répond à plusieurs facteurs. Parce qu'à pas manquer de prendre en compte l'application de Docent. Alors pour doubler dans le numérique en fait l'expérience multifactorielle qu'on a dans la réalité, eh bien l'app va combiner une approche humaine. Ils ont dans leur équipe une dizaine d'historiens d'art qui ont consulté près de 50 000 œuvres d'art qu'ils ont annotées avec des multiples critères, que ce soit la lumière, la couleur, mais aussi d'autres critères un peu plus complexes comme les qualités émotionnelles d'une image. Et ils vont combiner cette approche humaine à une approche technologique. Donc, ils ont développé un algorithme qui va annoter à leur suite automatiquement les nouvelles œuvres d'art. Mais c'est pas tout, parce que jusque-là, on a des informations qui sont plutôt d'ordre visuel et qui prennent pas en compte en fait le côté humain qui intervient quand on achète une œuvre d'art, ou alors l'importance du discours. Et c'est là qu'on écoute Mathieu Rosenbaum, le mathématicien spécialiste en traitement de données qui a travaillé sur leur algorithme et qui nous livre leur botte secrète. And so there's also what we call the contextual variables. It just means being able to draw connection between the artists you already like and artists that you may like. And to do that, we have designed our own so-called NLP algorithm, which enable us to assess and train and use a lot of text about artists. And this is also where we build the recommendation. Donc si on part d'exemples précis, Jeanne, qu'est-ce que ça donne? Alors à partir des textes trouvés en ligne sur des sites qui vont avoir été validés par la plateforme, et ben l'app elle va pouvoir comprendre quels artistes ont par exemple des galeries en commun, ont par exemple exposé dans un même lieu qui va avoir sa ligne artistique, et donc des artistes qui ont des goûts en commun, des pratiques en commun, ou appartiennent à un même collectionneur, ou encore traitent de mêmes problématiques, imaginons le féminisme ou le réchauffement climatique ou l'afrofuturisme, que sais-je. En tout, ils ont élaboré 350 mots-clés qui vont permettre de faire des recroisements à base de leurs recommandations. Et ça donne des résultats assez précis. Ils le montrent dans un article scientifique publié sur Archive. On voit qu'en première ligne, si on voit l'image, ils vont montrer que l'IA va rapprocher des œuvres abstraites. En deuxième, on voit des œuvres figuratives. En troisième ligne, on voit qu'ils conseillent aussi, ils recommandent des œuvres, ils rapprochent des œuvres d'art conceptuel. Et on voit qu'ils ne se limitent pas à la 2D. Ils traitent aussi des installations qui ont forcément une place importante dans l'art contemporain. C'est une vraie tendance de plus en plus importante sur le marché de l'art, cette utilisation de l'intelligence artificielle? Alors, le marché de l'art est assez en retard par rapport aux grandes industries culturelles de type musique ou cinéma. Mais le marché de l'art a commencé à s'intéresser à l'IA
vraiment d'une façon élargie au moment où, pendant le confinement, les gens commençaient à acheter des œuvres d'art en ligne. Mais avant ça, quand même, la plus vieille maison de vente aux enchères anglaise qui s'appelle Sotheby's avait déjà exploré la tendance. Elle avait acheté en 2018 une start-up qui s'appelle Thread Genius. Leurs 2 fondateurs, justement, ils venaient du secteur de la musique. Plus précisément, ils ont travaillé chez Spotify. Et avec Thread Genius, eh bien, ils ont d'abord travaillé la reconnaissance visuelle et la recommandation à partir de reconnaissance visuelle sur des articles de mode avant que de se consacrer à la reconnaissance visuelle appliquée aux œuvres d'art. Mais les IA, elles peuvent aussi être sollicitées pour créer automatiquement des évaluations de prix d'œuvres d'art ou analyser les tendances et les cotes. Donc ça, c'est une utilisation qui va évidemment ne cesser que d'augmenter. Il faudra s'y pencher et regarder un petit peu l'évolution. C'est passionnant. Merci beaucoup, Jeanne Dreyfus, pour cette chronique. Allez, on lance ensemble tout de suite la deuxième partie du talk. Et on continue de discuter avec notre invité Franck Ramu, directeur de recherche au CNRS en sciences cognitives. On parlait des fake news scientifiques, on y reviendra peut-être tout à l'heure. En attendant, je voulais vous parler d'un autre sujet sur lequel vous prenez régulièrement la parole, Franck. Les HPI, haut potentiel intellectuel. Les chercheurs comme vous sont souvent confrontés aussi à des croyances parfois étonnantes, comme celle qui s'est popularisée ces dernières années et selon laquelle les enfants surdoués, ce qu'on appelle les enfants à haut potentiel intellectuel, seraient un peu plus à risque que les autres sur des tendances d'échec scolaire, hypersensibles, anxieux, dépressifs, etc. Vous indiquez dans vos tribunes notamment et dans vos recherches que cette croyance est plutôt paradoxale et c'est vrai, tant l'intelligence, elle semble quand même être utile pour réussir à l'école et faire face aux difficultés de la vie, mais de nombreux médias n'ont de cesse de répéter l'inverse, cette idée que les HPI ont du mal avec ces sujets-là, qui sont hypersensibles, qui sont anxieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est intéressant. Ça fait une dizaine d'années ou même un peu plus que s'est développé tout ce sujet et cette croyance sur les malheurs des HPI qui a pris de l'ampleur dans les médias de manière totalement parallèle avec les connaissances scientifiques sur le sujet. Et c'est vrai que moi et quelques autres chercheurs en psychologie, experts de l'intelligence, c'est vrai qu'on a vu émerger ça, mais on s'est dit, mais d'où ça sort ? Pourquoi est-ce qu'ils disent ça ? Enfin, ça paraissait totalement décalé par rapport aux connaissances scientifiques qu'on avait, qui montraient effectivement des corrélations positives entre l'intelligence et puis toutes les autres choses positives qui peuvent vous arriver dans la vie. Donc on ne voyait pas qu'est-ce qui pouvait justifier ça. Mais en fait, et c'est aussi ça qui m'a motivé à regarder finalement un petit peu comment les médias sélectionnent les informations scientifiques qu'ils diffusent. Ouais. Et du coup, on s'est rendu compte que finalement, ce sujet venaient d'autres experts, de gens qui étaient jugés comme experts sur le HPI et l'intelligence par les médias et qui avaient publié des livres sur le sujet. Et donc c'était en général des psychologues ou des psychiatres qui reçoivent dans leur cabinet des personnes à haut potentiel intellectuel et en gros qui racontent ce qu'ils observent dans leur cabinet. Donc de ce point de vue-là, c'est pas faux ce qu'ils disent. Simplement, le problème, c'est que c'est biaisé. Parce que, évidemment, les psychologues et les psychiatres ne voient que les gens qui consultent. Et vous ne faites pas appel dans vos recherches à des psychologues et des psychiatres, justement, pour collecter des données ? Ça dépend un petit peu des recherches qu'on fait, mais si on veut avoir une idée d'un résultat général, si on veut connaître les caractéristiques générales des personnes avec un haut potentiel intellectuel, on ne peut pas se contenter de ceux qui consultent les cabinets de psychologues et psychiatres, puisque, en fait, ils sont partout dans la population et beaucoup n'ont pas de raison de consulter. Donc, si on va chercher les gens dans les cabinets, forcément, on va trouver des gens qui ont une plus grande prévalence de divers troubles psychologiques et mentaux, parce que c'est la raison pour laquelle ils consultent. Comment vous les interrogez alors dans le cadre de vos recherches, par exemple, s'ils sont difficiles à trouver ? Parce qu'effectivement, comme dit Jeanne, c'est plus facile d'aller chercher. Ils se cachent partout. C'est quand même plus facile d'aller chercher chez les psychologues, par exemple. Oui, mais en fait, il y a d'autres manières. Donc depuis que ce sujet a commencé à sortir, avec mes collaborateurs, on a fait 5 études différentes sur le sujet pour mieux connaître les caractéristiques des HPI. Et en fait, on le fait dans des études épidémiologiques, c'est-à-dire des grandes populations qui sont suivies sur le plan médical, sur le plan sociologique, démographique, etc. Et dans lesquelles, parmi toutes les autres questions qu'on leur pose et mesures qu'on fait sur ces personnes, il y a un test de QI. Et donc, on peut identifier les personnes à haut QI, même si elles n'ont jamais fait la démarche d'aller chez un psychologue passer un test. Est-ce que ça veut dire du coup qu'un HPI, il a forcément un haut QI ? Pour moi, c'est synonyme. Alors, certains psychologues vous diront... Le terme surdoué, HPI, c'est ça ? Oui. Simplement, après, voilà,
Différentes personnes vont essayer de donner à ces termes des connotations différentes, mais en vérité, le seul critère qui fait consensus international, c'est avoir un QI qui est supérieur à 130, 2 écarts types au-dessus de la moyenne. Après, il y a certains psychologues qui vont vous dire « Ah non, mais en fait, les hauts potentiels, c'est ceux qui ont un haut QI, mais pas forcément si haut que ça, et qui ont aussi telles et telles autres caractéristiques. » Hypersensibles, dyslexiques, voilà. etc. Et du coup, ils constatent que ces personnes ont ces caractéristiques-là. Oui, mais c'est un peu circulaire, c'est aussi comme ça qu'ils les identifient. C'est un effet de mode, vous pensez? Parce qu'on a l'impression que tous les enfants sont HPI. Oui, alors non. Non, mais c'est vrai. Tous les parents estiment que leurs enfants sont HPI. Oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, derrière, on a des enseignants qui disent « mais je ne m'en sors plus parce qu'entre tous les TDA, TDAH, etc., HPI maintenant, on a l'impression qu'on est obligé aujourd'hui d'adapter l'enseignement, et en tout cas c'est ce qu'ils ressentent, ce qu'ils sont obligés de faire, à chaque enfant. On a l'impression qu'il y a quand même un effet de mode. Est-ce que donc il y a clairement une augmentation du nombre de diagnostics, de tous les diagnostics dans le domaine de la psychologie de l'enfant. Et ça, c'est simplement dû au fait que maintenant, les critères diagnostiques se sont bien stabilisés. Tous les psychologues, psychiatres les connaissent bien. Les familles connaissent aussi ces diagnostics. Les enseignants les connaissent aussi. Et du coup, dès qu'il y a un problème avec un enfant, tout de suite, on va aller chercher le diagnostic. Mais ces enfants, ils existaient aussi avant. Simplement, on ne leur donnait pas une étiquette diagnostique. Donc, le nombre de diagnostics augmente sans aucun doute. La dyslexie, l'autisme et aussi le HPI, même si ce n'est pas un trouble qui justifie un diagnostic. Mais il n'y a aucune raison de penser que les cas derrière les diagnostics ont augmenté. En fait, ils étaient déjà là, on ne les nommait pas pareil. On les voit un petit peu plus, effectivement, et notamment dans les médias. Est-ce que vous pensez qu'on avait plus d'esprit critique avant l'essor des fake news, et notamment des fake news scientifiques? Est-ce que c'est quelque chose d'ailleurs de mesurable ou pas du tout? Alors, l'esprit critique, c'est un vrai sujet de recherche en psychologie en ce moment. Et donc, on peut pas... Déjà, il y a des gens qui travaillent encore sur la définition de ce que c'est que l'esprit critique. Et sur les outils de mesure aussi. Bon, je dirais pas qu'on a des outils de mesure aussi fiables et stabilisés qu'on en a pour l'intelligence générale avec les tests de QI. Mais voilà, on en a des définitions qui tiennent à peu près la route. Après, est-ce que c'est en décroissance? Effectivement, on peut avoir l'impression, si on regarde les informations sous un certain angle, que nos contemporains sont juste des gros consommateurs de fausses nouvelles et qu'ils gobent n'importe quoi, alors que ce n'était pas le cas dans le temps. Mais en vérité, il faut regarder un petit peu ce qui se passait dans le temps quand même. Parce que si on pense, à la limite, si on ne fait que discuter avec nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents et qu'on sonde un petit peu les choses auxquelles ils croient ou ils croyaient, en fait, ils avaient des croyances encore plus fausses que les nôtres. Et ils avaient des tas de superstitions, etc. Et si on remonte un siècle en arrière, c'est encore pire. Et 3 siècles en arrière, c'est encore pire. Donc, si vous voulez, quand même, les croyances... On a toujours des fausses croyances, mais elles sont quand même de moins en moins fausses quantitativement avec le temps, avec l'amélioration de la diffusion de l'information. Même s'il y a des fausses informations qui passent à travers les filtres, on est quand même largement bien mieux informés que nos contemporains, enfin nos ancêtres d'il y a un siècle. Vous écrivez même au-delà d'il y a un siècle à ce sujet qu'il faut se rappeler quand même qu'il y a seulement quelques siècles. Pour le coup, je vous cite, la quasi-totalité de la population française croyait littéralement qu'une femme vierge avait eu un enfant et qu'un homme était mort puis redevenu vivant. Peu de gens l'acceptent aujourd'hui, même parmi les catholiques. Fin de citation. C'est une question d'esprit critique qui s'aiguise et se renforce quelque part aussi, peut-être au fil des générations? Oui, on peut voir le déclin des religions comme un signe de la croissance de l'esprit critique, finalement. C'est-à-dire qu'il y a dans les livres sacrés tout un tas d'affirmations dont on s'est rendu compte au fil du temps qu'elles étaient en conflit avec les connaissances qu'on était en train d'acquérir sur le monde réel, et de plus en plus en conflit. Donc finalement, beaucoup de gens, y compris religieux, finalement, regardent ces affirmations avec quand même une certaine distance maintenant, et beaucoup de gens, par exemple, ont une lecture de la Bible qui n'est pas littérale, mais qui est beaucoup plus métaphorique que c'était le cas avant. Ça, c'est une preuve d'esprit critique. Effectivement. Merci beaucoup. En tout cas, ce sera notre mot de la fin, Franck Ramus, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS en sciences cognitives. Merci d'avoir été parmi nous. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, pour ces chroniques toujours aussi passionnantes. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve comme tous les jours dès demain à 12h30 sur School TV. Bonne journée.